Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, j'en suis consciente, mais sachez que quand je m'absente comme ça, soit c'est que je traverse quelque chose de compliqué, soit je n'ai rien de particulier à partager avec vous. C'est très important pour moi de ne prendre la parole que quand il y a quelque chose d'intéressant ou d'important à dire, sinon ce n'est que occuper l'espace et j'ai vraiment pas la vocation à créer du contenu juste pour générer de l'interaction et non, on n'est pas là-dedans. C'est juste pour ça que je me suis absentée et il fallait que je réfléchisse à la direction que je voulais donner à la suite du podcast et ce que je voulais en faire par la suite. C'est pour ça que je suis là maintenant tout de suite avec, ce triptyque d'épisodes. Donc on va avoir un volet en 3 épisodes autour de la paix. Il m'est arrivé des trucs pas très drôles sur le dernier trimestre de 2024, et effectivement, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts pour choisir la paix plutôt que la violence. Ça m'a montré également que voilà, c'est un choix que j'ai décidé de faire. Choix difficile, mais choix que j'ai fait quand même parce que, c'est la maturité, parce que c'est la fatigue vis-à-vis de choisir la violence, la combativité et tout. C'est bon, on en a marre. Donc ce volet en 3 épisodes autour de la paix, il va être tourné autour de 3 personnes. La première étant mon père, la seconde étant ma mère et la troisième moi-même. Pour ce premier épisode, je vais utiliser la chanson de Stromae, Papa Outé, sur l'album Racine Carrée en 2013 de tête et ça m'a marqué cette chanson parce que je suis pas sûre que ce soit la première qui soit sortie, ce soit pas le premier single, je pense pas. Mais la voix de Stromae qui crie à la recherche de son père, c'est quelque chose qui m'a déchiré les tripes. Je vous assure, c'était incroyable. Surtout que 2013, vous allez voir par rapport à la frise chronologique que je vais vous faire, peut-être qu'inconsciemment, moi-même, je cherchais mon père. Attention, je sais très bien où est mon père et je sais qui c'est. Ou presque. Il y a des rebondissements dans l'histoire, justement. Elle a représenté énormément. 2013, moi, je revenais d'une année où j'ai vécu en Angleterre. Je suis revenue fin 2013 et ce papa outais, ça a résonné en moi d'une façon, inattendue, vraiment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je vous parlerai de voilà, l'épisode, dédié à ma mère plus tard et l'épisode qui me concerne, encore, après. Vraiment, je vais pas vous expliquer maintenant comment je vais les développer, ce que je vais y dire. Par contre, quelque chose qui va concerner cet épisode d'aujourd'hui et qui peut être, transposable aux 2 épisodes prochains, c'est, le fait que d'une, je le dis de temps en temps, je ne donnerai pas de détails scabreux, je ne souhaite pas faire pleurer dans les chaumières. Il y a des choses que je ne dirai pas, que je n'approfondirai pas, mais c'est un choix éditorial de ma part de ne pas faire pleurer dans les chaumières. S'il y a des détails, qui sont plutôt drôles, ça je vais les donner. Les détails vraiment qui tirent la larme des yeux, vraiment, non, je pense pas vous les donner. Je vous donnerai du contexte, voilà. Ça, pour que vous compreniez, il y a aucun problème, mais les faits spécifiques, ça non. C'est pas que ça me fasse particulièrement mal d'en parler du tout, au contraire. Je suis très, très détachée de tout ça, pour des raisons où j'ai de la facilité à parler de tout et n'importe quoi et ça peut heurter d'autres personnes. C'est plus pour vous que je le fais. Il y a des choses que vous n'êtes, pas en capacité ou que vous voulez pas entendre et c'est quelque chose que je comprends totalement. Donc ça, je sais faire le tri, je vais vous en dispenser. La deuxième chose, c'est que et ça je le dis aussi de temps en temps, je ne suis pas psychologue. Je ne me substitue pas à un psychologue. Il y a eu de la psychologie dans mes études,
J'ai le jargon, j'ai du vocabulaire et j'ai, également cette ouverture d'esprit, cette capacité, mais je ne suis pas psychologue de métier. Donc tout ce que je vais dire, ce n'est pas un mode d'emploi. Ce n'est pas quelque chose qui va être transposable à vos situations. D'ailleurs, même avec un psy, je vous le dis directement, même si vous avez l'impression que ce que j'ai vécu, c'est similaire à vous, tout n'est pas transposable, absolument pas. Donc, il faut que vous acceptiez que, ce que je vais vous dire par rapport à mes foirades, les moments où je me suis cassé la gueule, où j'ai eu mal, où j'ai eu peur, où j'ai pleuré et cetera, même si ça peut énormément vous ressembler, les solutions que j'ai mises en place ne sont pas forcément transposables à ce que vous avez vécu. En revanche, ce que je veux que vous reteniez, c'est que, quoi qu'il arrive, il y a une issue. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. Il y a une issue. Comme je l'ai dit, foirade, chute, pleurs, cris, la morve, ce que vous voulez, mais il y a une issue, je vous assure. Gardez la tête haute si vous n'êtes pas encore arrivé au stade, paisible auquel je suis arrivée. Je vous assure que c'est encore possible. Pourquoi est-ce que je suis, dans ce cheminement? Pourquoi est-ce que j'ai terminé, en fait, ce cheminement vers la paix avec mon père? Pourquoi est-ce que j'ai cherché mon père? Est-ce que je sais qui est mon père? Oui, je sais qui est mon père. Enfin, ce père-là, je sais qui c'est. Attendez, attendez, asseyez-vous, attendez. Mon père, c'est qui? Mon père, que j'ai vu, tout récemment pendant mon séjour, donc en famille et tout, hein, donc j'ai vu mon père tout récemment, vraiment je suis rentrée il y a 3 jours à peine, hein. Mon père, c'est qui? Mon père, c'est une tronche. Mon père, c'est une fucking tronche. Le type est intelligent, il est cultivé, il est drôle, il est charismatique, il est full ambiance. Voilà, ça c'est mon père. En tout cas, si vous demandez, aux amis que mes parents ont partagés, heu, leurs amis de l'époque du collège, de l'époque de la fac, à Caen quand ils se sont installés en France, que ce soit, les copains du 9-5, du marché de Sarcelles et tout, ils vont tous vous dire ça de la part de mon père. Intelligent, cultivé, impressionnant, charismatique, full ambiance, drôle, tout ça. Quand je vous dis ça, alors j'aurais pas du tout dit la même chose il y a quelques années déjà et je ne supportais pas quand on me décrivait mon père de la sorte. Parce qu'il faut savoir que même mes cousins et cousines du côté maternel, donc vous voyez, il y a pas de lien de filiation entre mon père et eux, même eux, encore aujourd'hui, vont vous dire: «Non, lui vraiment c'est mon tonton de ouf». Que mes cousins et cousines et moi avons un nombre incalculable de tontons. On en a plein. Mais leur préféré, ça reste mon daron. Pour vous illustrer l'intelligence et cetera du type, alors mon père a débarqué en France à l'aide d'une bourse d'excellence. Parce que je vous ai dit, c'est une tronche, c'est pas une vanne. Il faut savoir qu'obtenir, hem, une bourse d'excellence Afrique de l'Ouest pour débarquer en France, c'est pas donné à n'importe quel clampin. Faut être une putain de tronche. C'est le cas de mon père. Il est arrivé, je crois, fin des années 70, quelque il est venu étudier ici. Mon père a décroché, tous ses diplômes avec brio, heu, jusqu'à obtenir en tout cas le diplôme d'expert comptable. Je ne sais pas si c'était déjà DECF, DPECF à l'époque, je ne sais pas du tout. Mais voilà, le métier de mon père de formation, c'est l'expertise comptable. Le métier ou les métiers qu'il a exercés, c'est autre chose. J'ai pas la certitude et je l'ai pas trop vu avec un PC ou tout ça. Mais bon, ça je vais vous raconter après. Donc voilà, ça c'est pour un peu, montrer mon père. Et quand je dis, charisme et ambiance, mon père c'est vraiment quelqu'un alors même actuellement, alors qu'il a des difficultés à se déplacer, quand il entre dans une pièce, il écrase les autres, mais sans le vouloir. Le truc est impressionnant. Sans le vouloir, mon père a une présence qui écrase celle des autres. C'est pour ça que je dis qu'il est charismatique. Je ne sais pas s'il y a un terme, hem, plus fort que ça, mais il entre dans une pièce, tu as envie de le regarder, de l'écouter, de lui parler, tu as envie que son attention se porte sur toi. Parce que toi, tu es subjugué par le type. C'est incroyable.
incroyable. Mon père, c'est quelqu'un qui a une voix très grave, qui maîtrise le français, mais d'une manière si vous m'avez déjà entendu, faire des envolées lyriques de mots multisyllabiques, c'est à cause de et grâce à mon père. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Il y a aussi mon propre amour pour la langue française et ma mère aussi, attention, c'est quelqu'un. Mais mon père, il a un truc avec la langue française, c'est j'allais dire c'est flippant. Ce monsieur parle français, mais waouh! Clairement, vous savez, il y a un truc qui m'a convaincue, surtout que là que j'ai tout récemment vu mon père. Mon père aurait pu être le gourou d'une secte. Il aurait pu fonder une secte, qui aurait très bien fonctionné. Il serait devenu riche et il aurait pu faire des dingueries aux gens comme Charles Manson. Entre son intelligence et son maniement de la langue française, mon père est en capacité de boire le crâne de n'importe qui. Ce qui explique qu'il a traîné avec les francs-maçons. Je ne reviendrai pas là-dessus, je tiens à ma vie. Mon père, c'est voilà, sur l'intellect et tout, c'est ça, vraiment, c'est très impressionnant. Là, à l'heure actuelle, mon père va avoir, 72 ans cette année et quand on est arrivé pour lui rendre visite, c'était quand? C'était il y a 10 jours que j'y étais, enfin que j'étais devant chez lui, heu, il était en train de donner des cours de français à une petite qui vit chez eux. Une petite de 7 ans, il était en train de lui faire réviser son français. C'était les vacances scolaires, la pauvre enfant faisait du français avec mon vieux. Moi, je sais pas ce que c'est de faire ses devoirs avec mon père, enfin, c'est pas une expérience qu'on a vécue, mais le mec a encore le cerveau assez affûté pour, aider une petite de 7 ans sur son français. Il en était tout fier, il nous a dit: «Attention, c'est la meilleure de sa classe et je tiens à ce qu'elle garde ce niveau. Donc pendant les vacances, on révise le français». Non, franchement, quand je me dis que c'est une tronche, c'est voilà, ça c'est l'illustration de mon père. Je disais aussi qu'il est full charisme, et full ambiance. Au niveau de l'ambiance, il faut savoir que mon père, même si, j'ai en termes de quantité, j'ai pas tant de souvenirs que ça avec lui, mais il y a eu donc des bons souvenirs, donc là, pour l'instant, je m'appesantis sur ces souvenirs-là, hein. Très bons souvenirs d'ambiance. Ma maison, quand j'étais petite, c'était une auberge espagnole et je m'explique sur ce point. Il y avait donc mon grand frère et moi qui étions les enfants de mon père et ma mère, ainsi que des plus grands que nous qui vivaient à la maison avec nous, majoritairement les neveux et nièces de mon père. Je suis née en 88, mon grand frère en 84 et il faut savoir que les plus grands avaient 10 à 15, voire 17 ans de plus que moi. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée et à la maison alors je sais comment ça se passe dans les familles, noires en général, pas juste africaines. On n'est pas là pour faire, pour scinder les peuples là. Chez les familles noires, je sais que de base, on va pas chez les copains ne viennent pas, machin, c'est très voilà. On prête pas les affaires, bon ça je l'ai eu, hein, on prête pas les affaires et tout, ça oui. Mais, le fait de fermer les portes de son foyer aux autres, ça c'était pas comme ça chez mon père et ma mère. C'était plutôt l'opposé, à savoir, que les voisins, les copains-copines d'école, les potes même qui étaient dans d'autres quartiers, étaient toujours les bienvenus dans notre maison. Que ce soit pour faire les devoirs ensemble, que ce soit pour une graille, que ce soit pour faire de la boxe parce que les plus grands, faisaient de la boxe et du coup, ils avaient des sacs de frappe, il y avait d'autres potes qui venaient, s'entraîner dans le garage et tout. Pour faire de la musique, eh, tout et n'importe quoi, tout le monde était le bienvenu dans cette maison. Les plus grands des autres quartiers, ça venait de Beauregard comme ça pour venir chez nous et ça tapait la patte, le foufou à bloc, tout ça, sans aucun problème et mes parents ont toujours eu cette règle que s'il y avait assez pour nourrir 8, je sais pas si on était 8 à la maison, mais sûrement plus d'ailleurs. S'il y avait de quoi nourrir 8, on peut nourrir 11.
Donc si tu es venu faire tes devoirs, si tu es venu juste traîner, faire de la corde à sauter, t'inquiète, il commence à se faire tard, on va passer à table, appelle tes parents sur le fixe, tu leur dis que tu manges ici, après tu rentres chez toi, t'inquiète. Vraiment, et je remercie vraiment mes parents pour leur capacité d'accueillir comme ça et d'être, voilà, d'ouvrir leurs portes aux gens comme ça m'a forgé moi en tant que personne et je trouve ça incroyable. Non, c'est vraiment top. Donc notre maison, elle était toujours, ouverte, aux copains, copines comme ça et même, alors nous, on faisait partie de la classe, j'allais dire ouvrière, voire prolétaire. Pour la simple et bonne raison que mon père, on sait jamais ce qu'il faisait comme métier, donc il y avait que ma daronne qui travaillait, pour nourrir tout le monde. Donc on n'était même pas dans les classes moyennes à cette époque-là, même pas. Et du coup, il y avait pas les vacances, ça. On ne partait pas en vacances. On avait les mêmes vacances scolaires que tout le monde, mais on ne partait pas. Et il faut savoir que dans cette ville du 77, beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de partir en vacances. C'était une ville dortoir et je pense que ça l'est toujours. Et du coup, beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Qu'importe les origines, ethniques des gens, hein. Vraiment moi, dans le quartier où j'habitais là, j'étais encerclée par des blancs, les copains d'école, tout ça, même s'il y avait quand même on avait les copains congolais et tout qui venaient aussi à la maison. Mais du coup, on était tous mélangés et ça tournait de maison en maison. Nous, notre maison était mieux placée parce que du coup, on était juste derrière l'hôpital et du coup, on pouvait juste traverser la route. Il y avait l'école au bout de notre rue. On pouvait traverser la route, jouer dans le parking de l'hôpital et revenir dans notre maison, en fait. Donc c'était un peu le point de ralliement. Donc on était tous en train de ramasser des petites fleurs, de jouer, sur la balançoire, taper des foot, machin, enfin et donc tout le monde était le bienvenu comme ça et ça se répercutait aussi sur les anniversaires. L'ambiance dans ma maison, en fait, il y avait beaucoup de photos et d'ailleurs j'en ai revu là, pendant le séjour que j'ai fait, du coup à l'étranger, chez moi avec ma famille. Il y avait mon grand frère et il a remontré quelques photos, de quand on était petits. Mais sur les photos, tu sais pas c'est l'anniversaire de qui, parce qu'il y avait les copains de classe de mon frère et de mon cousin, vraiment ils étaient dans la même classe en fait tous les 2. Donc il y avait leurs copains à eux, il y avait mes copines à moi, il y avait les potes des plus grands qui étaient au lycée, donc on savait même pas c'était l'anniversaire de qui. Il y avait même les potes des parents. On savait pas c'était l'anniversaire de qui parce qu'à chaque fois qu'il y avait une célébration, baptême, communion, l'anniversaire des petits, des grands, tout le monde invitait quelqu'un. On invitait tous les camarades. Donc on était tous mélangés à la fête. On était tous dans l'ambiance, on était tous contents et on fêtait tout, tous ensemble. Et ça, c'est un truc, instauré par, bien évidemment par ma mère, mais bon, on y reviendra dans l'épisode qui lui est consacré et également par mon père. Il, mon père, il représente cette figure paternelle pour en tout cas pour les plus grands qu'il y avait, à l'époque, un peu la loi et l'ordre, mais dans la douceur. Heu, alors là, je parle dans leur prisme et du point de vue des personnes extérieures. Parce que l'expérience que moi j'ai eue de mon père, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Heu et tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce qui caractérise mon père. Son essence, en tout cas, ce que les gens en voyaient, c'était ça. Un type intelligent, mais vraiment, une intelligence à en faire flipper, très drôle, charismatique, heu, ambiance, accueillant et tout et quand je dis que son intelligence, faisait flipper, c'est parce que son intelligence, elle allait jusqu'à des notions philosophiques qui étaient très peu répandues à l'époque, mais que lui, il développait. Je m'explique. Je devais avoir 6, 7 ans quand mon père m'a sorti une notion qui m'était totalement inconnue, c'est normal, mais je pense qu'il était inconnu même de nombre d'adultes à cette époque-là. Mon père parlait de crime passionnel. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, là, je vous ai fait un chaud-froid, hein.
Je vous ai parlé de l'ambiance et tout, la fête, ha ha ha, on faisait des super Noël, Nouvel An, et j'apprenais la salsa avec mon cléon. Ouais, mon daron, il parlait de crimes passionnels. Mon père, c'est tout ce que je vous ai décrit, mais c'est également quelqu'un, pour moi, de profondément torturé. Comment est-ce que tu vas aller parler de crimes passionnels à tes gosses? Tes enfants de 6 et 10 ans? Qu'est-ce que tu vas leur bourrer le mou avec des notions de crimes passionnels? Là, on entre dans ce que moi je sais de mon père, ce que moi j'ai vu de mon père. Parce que mon père, c'était également un homme violent et alcoolique, je vous l'ai déjà dit. Sa violence qui était verbale, physique, enfin bref. Donc vous imaginez, et là, quand je vous dis qu'il parlait de crimes passionnels, c'était pas juste, il jetait la notion et puis c'était terminé. Il expliquait par le menu comment il allait s'y prendre. Je vous passe les détails. Mon père a dit des choses ignobles au-delà de parler de crimes passionnels, et notamment des phrases, tu sais, qui restent, dans ton, je ne sais pas si c'est le cortex préfrontal ou autre, mais c'est un truc qui reste imprimé dans ton crâne, que tu n'oublies jamais et qui forge l'essentiel de ta vie derrière. Moi, c'est ce qui s'est passé. Mon père m'a sorti une phrase concernant mon avenir quand j'avais 7 ans, phrase que je ne répéterai pas, mais j'ai passé des années à conditionner ma vie, à lui prouver qu'il avait tort, à cause de cette phrase qu'il a jetée comme ça pour jouer dans mon cerveau. Quand je vous dis que mon père est un mastermind, ça aurait pu être un gourou, c'est pas une blague. Mon père a semé la terreur. Mon père était un terroriste, hein. Pour mon grand frère et moi, mon père et ma mère, enfin pour nous 3 en tout cas, mon père, c'était un terroriste. C'est le terme. Il avait des actions et des paroles qui ne n'avaient aucun autre objectif que de semer la terreur. Un terroriste que tout le monde voyait comme le super tonton et le super ami, ça me foutait en l'air. Alors, évidemment, dans ma grande bonté, j'ai jamais cherché à démonter l'image de mon père auprès de ses amis, de la famille au sens large, et cetera. C'est pas le but. Ils connaissent un petit peu les souffrances qu'on a traversées, les périodes catastrophiques qu'on a vécues, mais voilà, il y a des détails, qu'ils n'ont pas, parce que ça ne les regarde pas, et que le but c'est pas, je dirais que c'est pas de dépeindre une mauvaise image de mon père. Surtout maintenant, à une époque, j'avais la tentation de leur dire: «Mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on a vécu, ce qu'il nous a fait? Vous êtes encore là en train de dire que c'est votre préféré. Vous vous rendez pas compte à quel point ça nous fait mal et tout». Là, maintenant que je suis en paix avec mon père, ainsi qu'avec moi-même surtout, ils peuvent penser ce qu'ils veulent et c'est leur expérience, c'est leur vécu, en fait. C'est le lien qu'ils ont avec mon père. Ils ont pas vécu ces choses horribles, donc j'ai pas à leur dire à quel point mon père a pu également être une personne horrible. Mais mon père a été une personne horrible au point où, j'ai eu un premier espoir de sursis, c'était en 96. Ouais, 96, je crois que c'est là où mon père, a été un résident, d'un endroit. Mon père a été en prison, je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est pas une question de secret de l'instruction, c'était en 96, donc il y a plus, il y a presque 30 ans, donc prescription depuis. Mais le truc, c'est que mon père n'a fait qu'une seule année de prison, ce qui est très, très étonnant, vu l'ampleur, de ses méfaits. Mais mon père avait, en tout cas à l'époque, de telles connexions que ça l'a sorti de prison, et je vous jure que j'ai pas envie de donner trop d'éléments qui vont faire remonter jusqu'à moi. Donc je reste très évasive, et ça a été mon premier espoir de sursis. Je me suis dit: «Ouh! La prison, yay! On est sauvés». Sachant qu'en 96, si je vous dis pas de bêtises, le divorce de mes parents mais le divorce de mes parents avait déjà été prononcé. Mon premier espoir de sursis, en fait, c'était ça, c'était le divorce de mes parents en 94. Je me suis dit: «Wouh! C'est bon, la justice s'en mêle, hop, divorce, pas de droit de visite, supervisé ou pas, pas de droit de garde, rien».
la garde exclusive à ma mère. Il y avait même une ordonnance d'éloignement qui a été émise, à l'encontre de mon père. Il n'avait pas le droit de s'approcher, de nous à plus d'1 kilomètre. Donc il pouvait être dans la même ville, mais à une distance, respective. Il y avait un rayon dans lequel, par rapport à notre école, notre domicile, il ne pouvait pas s'en approcher. Est-ce que vous croyez que mon père a respecté ça? Mmh? Un fou comme ça? Jamais de la vie. Je vous ai dit, mon père, c'est un torturé, hein. Mon père, je ne sais pas de qui il a peur à part de Dieu sur cette et je ne sais pas si mon père a peur d'autre chose que de Dieu. Franchement, je pense pas. Parce que la justice, a rien à oh là là, rien à foutre. Il était censé payer une pension alimentaire. À l'heure actuelle, 2025, j'ai jamais vu 1 € de cette pension, ma mère non plus, hein. Il a jamais rien versé. Il s'en foutait et en fait, ça m'a fait penser, au discours qu'il y a eu, ces dernières semaines, voire ces derniers mois sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer sur Twitter des conversations autour, heu, du juge des affaires familiales, droit de visite, pension alimentaire et tout et de la réaction des hommes dans le cadre d'une séparation, surtout quand il y a des enfants. Que quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus récupérer leur ex, ils deviennent détestables et instrumentalisent les enfants. C'est exactement ce que mon daron a fait. Donc entre 94 et 96, je pensais que j'allais être libérée, mais liberté n'est jamais arrivée. Il a pas voulu lâcher le steak. Je crois que j'ai plus vu mon père entre 94 et 96 qu'avant. Tu vois, quand c'était encore le mari de ma mère, et qu'il était censé être à la maison, non, il était toujours par Monts et par Vaux, toujours soi-disant en train de faire du business entre la France et le continent africain. J'ai jamais autant vu mon père qu'entre 94 et 96. Quand c'est là, il fallait plus qu'on le voie, c'est là, il voulait juste qu'on voit son front. Une folie. Non, mon père était enfin, je vais pas dire omniprésent, mais c'est aussi surtout le caractère, terrorisant de sa présence qui est marquant, finalement et c'était vraiment ça. Donc j'ai eu en fait ce premier sursis en 94, premier espoir de sursis qui n'est pas arrivé, puis 96 quand, mon père a ronflé pendant 1 an dans une geôle, de Fleury-Mérogis. Mon père est sorti de prison après. Ça l'a pas calmé, hein. Ça l'a absolument pas calmé. Mon père alors, il faut savoir que mon père, c'est le titan colossal. Je vais vous expliquer exactement pourquoi après. Donc ça commence par un divorce. Il a pas respecté les règles, il lui est rien arrivé. Donc je lui ai dit: «Je peux continuer». Il a fait de la tôle, il s'est fait serrer un jour à l'aéroport comme ça. C'est comme ça que j'ai la certitude qu'il voyageait, mais je ne sais pas si c'était vraiment pour faire du business. Il s'est fait serrer à l'aéroport, hop, tac, et à ce moment-là ah oui, il s'est fait serrer à l'aéroport et en plus, les flics sont venus perquisir notre maison. J'ai un rapport très particulier à la police, depuis, cette année-là, depuis cet événement-là, parce que ces gens sont venus retourner notre maison. Ils se sont servis dans nos marmites non mais je ne vous mens pas, leur comportement de cow-boy, j'avais 7 ans, ils m'ont mise assise par terre en tailleur, d'accord, et j'étais une gosse. Ils nous ont tous mis les mains dans le dos, mais tous comme des criminels, alors qu'ils avaient déjà arrêté mon daron. Police nationale. Vous et moi, on a un problème depuis des années, c'est pas pour rien. Donc, j'ai eu cet espoir de sursis, une fois, 2 fois. Mon père sort de prison et revient de plus belle. Vraiment, on aurait dit, tu sais, qu'il avait activé un mode Super Saiyan parce qu'il a été encore pire à sa sortie de prison et à un moment, notre salut, c'était juste la fuite. Il y a pas d'autre, voilà, on était dans un contexte, de vie ou de mort, clairement. Notre seul salut, c'était la fuite. Donc, on est au troisième espoir de vraiment de de retrouver la liberté. Liberté, qui était, physique mais pas mentale parce qu'on avait peur partout, enfin bref. On a vécu quand même dans la terreur du fait qu'il nous retrouve, un jour parce que nos parents quand même ont divorcé, il est parti en prison, il est revenu, bref, à chaque fois on pensait lui échapper, mais on lui échappait pas. Donc même là, en ayant fui, on n'était pas certain en fait qu'il allait pas nous retrouver. Et en fait le vrai salut, pardon, hein, moi je vous le dis, ça va vous paraître, «Oh elle est méchante». Moi je prends ça avec beaucoup de
de distance, de paix et compagnie, hein. Notre salut est venu d'un AVC que mon père a fait en 97. 80 ouais, fin 97. Je savais même pas ce que c'était qu'un AVC. Je ne savais pas. J'allais avoir 9 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'un AVC moi. Qu'est-ce que tu me racontes? On m'explique ce que c'est. On me dit que mon père est plongé dans un coma, qu'il n'est pas conscient, qu'il y a très peu de chances qu'il en sorte vivant. Mais mon grand frère et moi, on s'est dit: «On est libre». Alors, on ne se réjouissait pas du fait que notre daron, passe l'arme à gauche. C'est pas ça. Je vous l'ai dit, on était quelques mois avant dans un contexte de vie ou de mort. C'était lui ou nous. Quand on nous a dit que finalement ça allait être lui, bah, on n'a pas eu pitié en fait. À un moment donné dans nos têtes d'enfants et même je pense que dans la tête d'un adulte ça aurait été pareil, hein, mais on s'est dit: «Waouh, on va vraiment lui échapper pour de vrai. La fin est proche, c'est bon». Monsieur Titan colossal slash audace, vous pensez vraiment qu'il a lâché? Je vous ai dit que j'étais avec lui il y a 10 jours. Mon père a survécu à son AVC, mais d'une façon. Alors, il s'est réveillé déjà de son coma après plusieurs mois, alors qu'il était il était dans un état végétatif, hein. Il s'est réveillé. Il était hémiplégique, donc il avait la moitié de son corps qui ne répondait plus à rien. Mon père n'était plus normalement en capacité de parler, de marcher, de lire, d'écrire, de compter. Normalement, mon père devait être brocoli jusqu'à la fin de ses jours et ses jours devaient être vraiment, comptés. Je vous le donne en mille à l'heure actuelle. Donc je vous ai dit, mon père donnait une leçon de français à une petite il y a 10 jours devant chez lui, devant sa maison. Mon père sait très bien lire, écrire, heu, alors s'il ne se déplace plus qu'avec un déambulateur, maintenant c'est pour une autre raison que je vais vous exposer après. Mon daron s'est remis de tout. Quand je vous dis que ce type, c'est le titan colossal, ce n'est pas une plaisanterie. Il a eu une rééducation très longue et fastidieuse, mais il l'a fait. D'ailleurs, merci, aux équipes médicales de je ne sais plus quelle clinique, à Annemasse. Mon daron s'en est remis comme un charme. Alors à l'heure actuelle, les séquelles qu'il en a, c'est que la mémoire de court moyen terme, c'est vraiment pas ça. Par contre, si tu lui poses une question sur son enfance, sur ses parents, sur les années, 80 et tout, il va te répondre, easy. Par contre, à partir de son AVC, c'est beaucoup plus compliqué. Il est obligé de tout noter. Mon père est entouré de carnets, là où il écrit tout. Sinon, chaos. Donc le titan colossal, il est colossal, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le titan colossal, a repris ses forces et est revenu de plus belle. Hem, donc pour vous donner un ordre d'idée, à partir de notre fuite, puis, la période titan colossal, je vais vous dire, 1999, c'est là où on a revu notre père pour la première fois. Entre 99 et là, 2025, j'ai vu mon père 5 fois. Et c'est à travers, les 2-3 dernières fois où j'ai vu mon père, donc en 2016, 2022 et 2025, où vraiment, j'ai fait ce cheminement vers la paix avec lui. Je vous explique. 2016, ça a été un moment crucial pour moi. Ça faisait 6 ans que j'étais en couple. Je me projetais dans la vie familiale et j'étais consciente que j'avais un bagage tellement lourd que je traînais derrière moi et dont il fallait que je me débarrasse. Donc il fallait absolument que je fasse un cheminement par rapport à cette figure paternelle. Vous vous doutez bien que voilà, je vous ai fait, le portrait de mon père, très élogieux selon les personnes extérieures et après je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait. Voilà, j'ai été plus succincte là-dessus parce que pas besoin de s'appesantir là-dessus, c'est bon, on s'en fout, c'est passé. Hem, mais voilà, j'avais de gros dossiers encore, à gérer. Donc entre thérapies, j'avais essayé plusieurs fois machin. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de démarrer ma première thérapie, bah, c'est la chanson de Stromae, Papa Outé. Je vous ai dit, je revenais d'Angleterre 2013, donc je suis revenue en France fin 2013. Cette chanson, ne quittait pas mon crâne et
C'est en 2014 avec ma mutuelle, la mutuelle de l'employeur que j'avais à ce moment-là que j'ai, démarré une thérapie. Donc vraiment, je vous le dis, Stromae et Papa Outé sont à l'origine de ce cheminement vers la paix entre moi et la figure paternelle. Réellement, hein, c'est pas une plaisanterie. Donc ça a commencé grâce à la chanson de Papa Outé et j'ai continué ensuite en 2016 en me disant: «Bon, il est temps que j'aille confronter ce monsieur». Je suis allée le voir. À ce moment-là, mon père habitait en France, dans le sud-ouest. Il était revenu du coup de notre chez moi, de la terre de nos ancêtres, il habitait dans le sud-ouest de la France. Donc je me suis dit: «Allez, c'est parti». J'ai attrapé, un de mes cousins du côté paternel. Je lui ai dit: «Monte en voiture avec moi là, on descend voir le vieux, j'ai 2-3 trucs à lui dire». Donc lui, il était très content, il s'est dit: «Ah, elle a pas vu son daron depuis 2007, on est en 2016, elle fait la démarche, c'est trop bien, machin». Lui se disait, dans son cœur rempli d'islam, mon cousin s'est dit: «Oh, c'est magnifique». Il savait pas que moi j'y allais pour faire la guerre. J'y allais en mode combatif. Parce qu'il faut savoir que, le rapport inexistant que j'ai eu avec mon père depuis, son AVC du coup, et même quand j'étais petite, hein, on n'avait pas de relation, père-fille en fait. Ça a fait de moi une personne hyper combative. Je vous l'ai dit, je voulais absolument lui prouver qu'il avait tort par rapport à cette fameuse phrase qu'il m'a sortie. Et le reste de ma vie n'a été qu'un combat. J'étais dure, j'étais une adolescente, une adolescente hyper cool, hein. Pour ma mère, je vous le dirai dans l'épisode suivant, oh là là, ma mère, elle a eu des enfants incroyables. Pour elle, ça a été, voilà, on l'a facilité et tout machin, mais vis-à-vis de l'extérieur, bah, il fallait que je me montre comme, une personne dure et tout. Je voulais montrer que je laissais à personne l'opportunité de m'atteindre, d'aucune façon que ce soit. Aucune possibilité de m'atteindre, ni verbalement, ni par rapport à mon intégrité physique et tout. Voilà, c'est l'adolescente que j'étais, la jeune adulte que j'ai été et je voulais, me débarrasser de tout ça et en fait, je voulais demander des explications à mon père. Donc vous voyez le cheminement, j'ai eu d'abord beaucoup de peur quand j'étais enfant et tout, voilà. Après il y a eu de la colère sûrement jusqu'à 2016 pour le coup et en 2016 quand je suis arrivée face à mon père, la colère a laissé place à, je vais pas dire la défiance parce que j'étais dans la colère/défiance, mais j'ai eu un sentiment d'abandon. Ce que je voulais, quand je suis allée voir mon père en 2016, c'était des explications. Je voulais une confrontation. Je voulais qu'il m'explique pourquoi. Pourquoi il était comme ça avec moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi est-ce qu'il était comme ça? Pourquoi est-ce qu'il était absent? Pourquoi est-ce qu'il était violent? Pourquoi est-ce qu'il était alcoolique? Et en fait, j'ai pas eu ces réponses-là et j'en ai pas eu besoin. Ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, je me suis rendue compte à quel point mon père n'était qu'un être humain. Alors, être humain, pitoyable et misérable par ailleurs. Mais je pense que c'est là où j'ai commencé à faire la paix. C'est là où je me suis rendu compte que nos parents, en fait, ce sont juste des êtres humains. Moi, il me manquait ce côté Oedipe, là où il aurait fallu que je voie mon père comme un héros, alors que mon père a été mon bourreau. Il fallait que, je vive ces instants où, j'ai été la princesse de mon père. Or, pas du tout et en fait, je me suis rendu compte a posteriori surtout, que j'avais jamais été la princesse de qui que ce soit. Je vais y revenir après. Donc mon père m'a pas du tout donné d'explication, mais j'ai vu à quel point il était misérable et pitoyable. J'ai vu son cadre de vie, j'ai vu ses choix de vie, j'ai vu qu'il était toujours sous l'emprise de l'alcool. C'est là où mon père m'a fait pitié. Je me suis dit: «Mais c'est lui qui m'a fait peur? C'est lui qui m'a terrorisée? Ce type-là?» Mon père, le virtuose de la langue de Molière, mon père, cette tronche, mon père, le cultivé, le drôle, le machin, c'est ça là maintenant? Je vous assure que, tout s'est démystifié. Mais c'est surtout que je me suis dit: «Ce n'est qu'un être humain». Parce que pendant ce week-end, j'ai vu quelque chose, heu dans le regard et dans l'attitude de mon père, c'était peut-être la honte et le chagrin. Mon père était chagriné pendant tout ce week-end. Il s'est rendu compte du fait qu'il avait raté sa vie en ratant les moments clés de la vie de ses 2 premiers enfants. Il s'est rendu compte qu'il avait merdé. Il m'a vu donc 2016, j'avais 28, j'allais avoir 28 ans. Il me voit arriver, au volant d'une voiture, il se dit: «Attends, ma fille, elle a une voiture, elle a le permis». À l'heure actuelle, je vous le dis, hein, vraiment.
Là, maintenant, du haut de mes 36 ans, mon père ne sait toujours pas ce que j'ai fait comme études, il ne sait pas ce que je fais comme métier. Mon père, il sait rien de nous. Il sait rien, pour vous dire à quel point il a pas été investi dans nos vies, vraiment. À partir du moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait même plus nous instrumentaliser pour récupérer notre daronne, il a tout lâché, il nous a plus calculés. Et là, il s'est rendu compte de l'erreur monumentale qu'il avait faite, là, en 2016, à ce moment-là. Donc j'ai eu cette première occasion de me rendre compte que mon père n'était qu'un être humain et puis il m'a expliqué lui-même son plus grand regret, en tout cas le plus grand regret dont il se souvienne. Bon, j'ai été un peu déçue de ce qu'il a prononcé comme regret parce que je pensais qu'il allait regretter des choses vis-à-vis de moi. Mais son plus grand regret, c'était, vis-à-vis de ma mère et de ce qu'il lui a demandé, comme sacrifice, et comme investissement d'être une maman pour plus de 2 enfants alors qu'elle n'avait elle que 2 quoi. Je me suis rendu compte, et c'est quelque chose que je vous appelle vraiment à réaliser aussi, concernant vos parents, c'est que nos parents font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mes parents, c'est la première génération installée en France dans ma famille. Mes grands-parents sont pas, enfin, ma grand-mère est venue, 3 ans en France, enfin, de ma naissance à mes 3 ans, mais elle a pas vécu, enfin, elle a pas fait sa vie ici. Mes parents, c'est la première génération établie en France dans ma famille. Ils ont été déracinés, ils ont dû réapprendre un système, une culture, des us, des coutumes, des tas de choses. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Il y a eu forcément des ratés et encore maintenant avec ce constat-là, je comprends toujours pas, 3/4 des décisions qui ont été prises par mes parents et c'est normal, je ne suis pas eux. C'est pas le même contexte, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes passifs, on n'a pas les mêmes forces ni faiblesses ou quoi que ce soit. Donc c'est normal qu'on ne comprenne pas les décisions que nos parents ont prises. Je ne comprends pas cette décision que mon père a prise à l'époque de faire venir ses neveux et nièces. Or, il m'a exprimé ce jour-là de 2016 son profond regret vis-à-vis de cette décision. Et j'ai vu que c'était juste un être humain, avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses regrets, et que c'était pas un surhomme. C'est con parce que du coup, moi, je cherchais encore un surhomme à admirer. Ensuite, c'est là où je me suis rendu compte que, le mythe des femmes qui ont une relation brisée ou blessée avec leur père, ben, c'est pas un mythe. Autant ce n'est pas immuable, on peut y échapper, mais ça nous concerne beaucoup quand même. Ça concerne une majorité d'entre nous qui n'avons pas eu cette relation, père-fille idéale, qui n'avons pas fait notre DIP et cetera. Ça s'est manifesté chez moi ensuite, entre 2021 et 2022, ça a été très fugace parce que, j'ai cherché cet homme que j'allais admirer et qui allait me traiter comme une princesse. En fait, je ne cher j'ai d'abord cherché l'approbation de mon père pendant une grande partie de ma vie, je vous l'ai dit, à essayer de lui prouver qu'il avait tort et que j'allais être quelqu'un de respectable. Je n'ai pas cherché l'admiration et l'approbation de mon ex-mari parce qu'il était l'opposé de ce que je voyais chez mon père et pour le coup, je ne cherchais absolument pas son approbation. C'est quelque chose que j'ai réalisé, bien plus tard, hein. Je cherchais, pas son approbation du tout et je ne l'admirais pas non plus et par contre, ensuite, j'ai cherché, cet homme que j'allais, admirer et qui allait me traiter comme une princesse. Bon, je vous le donne en mille, j'ai foiré totalement là-dessus. Je me suis mais pris un mur dans la gueule. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'univers du dating en 2021-2022. Post-pandémie, tout le monde s'est dit: «Ouf, on a cru qu'on allait tous mourir, maintenant c'est YOLO», d'accord? Donc tout le monde faisait n'importe quoi. Les hommes qui voulaient, du sérieux et s'engager, ça n'existait pas. Je crois que ça n'existe toujours pas en 2025, mais c'est un autre débat et ça a été, voilà, un échec cuisant. Échec cuisant que j'ai vite réalisé, hein. J'ai pas essayé, 12 fois. Vraiment, 1, 2, 3, bon allez, soit, ça dégage. Donc je me suis rendu compte que bon, ben, au lieu d'aller chercher cette approbation dans le regard des hommes,
je cherchais à admirer un homme, cherchais à être traitée comme une princesse et tout, bah, il fallait que je me traite moi-même comme une princesse, que moi-même je réalise, ma valeur et compagnie. Et c'est comme ça que ça m'a permis aussi de faire un autre pas vers la paix avec mon père. C'est que, ce truc-là, au fil du temps, ça s'est soigné, en fait. Chacune de ces étapes, et aussi douloureuse qu'elle ait pu être, ça a participé à la paix que j'ai maintenant vis-à-vis de mon père. Et là, de suite, alors j'ai revu mon père en 2022, donc après 2016, je l'ai revu en 2022, et en 2022 déjà, la paix avait commencé. C'est-à-dire que j'avais pas d'anxiété ou d'angoisse, à l'idée de voir mon père, chose qui était le cas avant, hein. Oh avant, quelques jours avant de voir mon père, je me nourrissais plus, j'étais en panique et tout. Là, vraiment, j'étais en détente en 2022 et encore plus, il y a 10 jours. En 2022, j'ai vu mon père et ça s'était très, très bien passé parce que j'avais fait, énormément de travail. Tout ce que je viens de vous expliquer là, travail que j'ai fait sur moi-même, travail que j'ai fait avec une psy. Enfin, j'avais déjà commencé, avant de le voir en 2022 et clairement, cette fois-là, ça a été, la réalisation que mon père, c'était mon bon vieux du quartier. Alors, je reviens de très loin, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vous ai dit: «Mon père, c'était un terroriste», à maintenant, je vous dis: «C'est mon bon vieux du quartier». Donc c'est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai comment est-ce qu'on dit? Une indifférence respectueuse pour mon père. C'est pas quelqu'un que j'aime, on va pas déconner non plus, mais c'est une indifférence respectueuse. C'est-à-dire que mon père, je le vois, je vais lui parler avec respect, vraiment. On va beaucoup rire. Il faut savoir que mon père, alors il est très friand de mon humour, il est très drôle aussi. Donc on se taquine un peu, on s'envoie des petites vannes, je m'inquiète de son état de santé, je me permets de lui faire la morale parce que je me suis rendu compte surtout que mon père avait peur de moi. Je l'ai réalisé, peut-être un petit peu en 2016, mais c'était impossible à croire pour moi à ce moment-là. Je l'ai vu en 2022, parce qu'il était venu passer, 1 heure et demie en ma compagnie et il y a des tas de choses que mon père ne se permet pas avec moi. Parce qu'il a peur de ma réaction et surtout que je lui ferme la porte. Il sait très bien qu'il a déconné au fond de lui. Il le sait. Et là je l'ai d'autant plus réalisé quand je l'ai vu il y a 10 jours. Mon père a conscience qu'il a déconné. Il a merdé comme pas possible et donc là, quand on l'a vu, donc il a vu pour la première fois mon neveu, donc son petit-fils et il a pris le temps qu'on a accepté de lui donner. C'est-à-dire que clairement, si on avait voulu passer juste un quart d'heure en sa compagnie, il se serait satisfait de ça et il aurait pas moufté. Il sait qu'il peut rien nous réclamer. Il sait qu'il peut rien nous demander. Il sait qu'il ne peut rien exiger parce qu'il a pas rempli son rôle de père. Il en est conscient. Il en est conscient, donc il a pris, ce qu'on avait à lui donner. Il l'a pris avec plaisir. Il nous a même dit que c'était, le plus beau jour de sa vie parce qu'il revoyait ses 2 enfants, ensemble parce qu'il nous avait vus séparément, quelques fois en fait et qu'il voyait en plus son petit-fils. Il a dit: «C'est le plus beau jour de ma vie, ça y est, je peux mourir». Et il y a un truc que j'apprécie et c'est là où vraiment je me rends compte que j'ai fait, la paix, avec mon père, c'est que j'ai eu une très, très longue conversation avec ma belle-mère et que ça a étonné beaucoup, tout le monde en fait. Tout le monde était étonné. Tout le monde pensait que c'était moi qui étais, dure, vindicative et tout et tout le monde m'a vue, alors quand je me suis rendue, chez mon père, donc j'étais avec mon grand frère, sa femme, mon neveu et mon cousin. Mon cousin qui est comme mon grand frère, donc ceux qui a le même âge, hein, que mon frère, enfin ils ont 1 an d'écart, qui a grandi avec nous, enfin le cousin qui faisait ses anniversaires avec nous à la maison, quoi. Donc il voulait aussi voir, notre père, c'est normal, c'était entre guillemets «la figure paternelle» qu'il y avait à la maison et tout le monde a été choqué, de mon attitude vis-à-vis de mon père et de ma belle-mère. Le fait que je sois souriante, drôle, agréable, que j'ai posé les bonnes questions, et que j'ai passé autant de temps, avec ma belle-mère et c'est très étrange parce qu'elle et moi, on a une
une relation assez particulière. Il faut savoir que le fils de ma belle-mère, donc mon demi-frère, donc il va avoir 32 ans cette année, malgré le fait que mon père utilisait les papiers de ma mère et tout. C'est le passé, tu vois? C'est des choses que j'ai laissées derrière moi et au demeurant, ce garçon qui est également mon frère, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je lui ai dit qu'il sait, voilà, il sait qu'il peut compter sur moi, que, s'il arrive un jour un truc à notre père, mais en réalité également à sa mère, mais on sera là pour lui, on sera là avec lui. On fera tout avec lui. Il y a pas de, «On est les enfants» entre guillemets, «légitimes et toi non». Non, il y a pas de ça. Ma belle-mère, elle a dit quelque chose de très fort quand elle a discuté avec mon grand frère et moi. On était à côté d'elle et elle s'est livrée à nous. J'apprécie énormément ça de sa part parce qu'elle sait qu'elle peut nous parler, elle sait qu'elle peut tout nous dire. On est des adultes, j'ai 36 ans, mon frère va en avoir, 41, dans quelques jours. Elle sait qu'elle peut tout nous dire, elle sait qu'on en a chié nous aussi avec notre père, elle sait qu'on a souffert, elle est consciente qu'il ne peut rien exiger de nous et elle le lui répète en permanence. «Tu en as fait baver à tes gosses, tu es pas en position de leur demander quoi que ce soit. Ne leur demande rien. Tu leur as fait vivre la misère, tu leur as fait traverser l'enfer, tu ne peux rien demander à tes 2 plus grands. N'ose même pas, parce que je ne serai pas de ton côté». Elle martèle ça à mon père, mais un nombre incalculable de fois. Donc cette dame qui a été dépeinte comme, un monstre, une voleuse d'hommes et compagnie, bon, vous savez que moi j'ai mon opinion là-dessus. On ne vole pas un homme, c'est la voilà, c'est l'homme qui est engagé vis-à-vis de toi qui a déconné. C'est pas, la femme avec qui il est parti qui pose un problème et c'est pour ça que la paix que j'ai fait avec mon père, elle passe également par ma belle-mère et par, mon demi-frère. Mon demi-frère, il m'a rien fait. C'est un enfant qui a été fait dans le dos de ma mère et donc il a rien fait à personne. C'est mon gars sûr. Franchement, c'est un type que j'aime beaucoup. Il est grave drôle, grave intelligent. On se voit, on s'appelle, on se vraiment et je sais que c'est difficile à concevoir et à percevoir quand vous comprenez en filigrane ce que j'ai pu traverser à cause de mon père. Quand je vous dis que c'était des histoires de crimes passionnels, c'était lui ou nous, que c'était des histoires de vie ou de mort, que notre salut, ça a été la fuite et compagnie. Vous vous doutez très bien de ce que j'ai pu vivre avec mon grand frère et avec ma mère, mais aujourd'hui, je suis en capacité d'aller voir mon père, et d'ailleurs, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je vous dis que je l'ai vu il y a 10 jours. Mon père, je l'ai revu la veille de mon départ, hein. «Bon voyage ma fille». Il m'a posé la fameuse question: «Tu pas quelques poussières à me donner s'il te plaît pour que j'aille boire une bière?» Je lui ai dit: «Tu sais quoi? Tu vas avoir 500 francs CFA et tu vas aller boire de l'eau. C'est bon ou pas?» Il m'a dit: «Oui». C'est pour vous dire à quel point mon père a peur de moi. Je lui ai juste sorti: «Tu auras 500 francs CFA pour boire de l'eau. C'est bon ou pas?» «Oui». «Bon voyage ma fille. Merci, à bientôt». C'est pour ça que je vous dis que mes relations sont totalement apaisées avec ce monsieur, c'est que, écoutez, au-delà du fait qu'il puisse pas me courser parce qu'il se déplace avec un déambulateur, mais c'est vraiment, voilà, j'ai une indifférence respectueuse pour ce monsieur et j'ai fait la paix avec, voilà, la peur, le la colère, tout ça, tout ça. Je ne refuse pas, tout ce qu'il y a à mon père, je ne tourne pas le dos à tout ce qu'il y a à mon père, au contraire, ma belle-mère, c'est une dame que j'apprécie beaucoup, je peux pas dire ça, ma mère, elle va péter les plombs. Mon petit frère, enfin mon demi-frère, c'est un gars que j'apprécie beaucoup, c'est mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on partage énormément de trucs. En fait, la paix est également venue du moment où j'ai compris que je fuyais tout ce qui ressemblait à mon père, mais en faisant ça, je me fuyais moi-même parce que je lui ressemble énormément. Alors pas physiquement, je lui ressemble pas physiquement, en tout cas pas, pas d'après moi. Mais au niveau du caractère, enfin de la personnalité, mon père pourtant il a pas été très présent ou très très longtemps présent dans ma vie, mais à nous 3 il nous a transmis des trucs et les mêmes choses, hein. Ce côté, d'avoir, une gouaille,
d'avoir la tchatche de nous 3, moi et mes 2 frères, c'est une dinguerie. Quand je dis mes 2 frères, enfin, du coup, nous 3 les enfants de mon père, c'est une folie. La paix, ça a été ça, quand j'ai réalisé que je lui ressemblais et qu'il avait des traits de caractère qui étaient enfin, des traits de personnalité qui étaient sympas, heu, que j'ai également et que je recherche chez quelqu'un. En tout cas, dans ma vie sentimentale, bah oui, j'ai pas envie de quelqu'un de lisse sur qui je vais marcher ou non, pas du tout. Je veux pas non plus d'un gars qui fasse de la boxe, sur mon front, hein, pas du tout. Ça, c'est poubelle. Par contre, le côté, heu, conversation politique, pendant 150 ans, drôle, cultivé, machin, évidemment, enfin ça, je pense que vous le savez, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises et hem et ça a été essentiel, ça a été un truc clé dans mon cheminement donc hem j'espère revoir mon père bientôt, vraiment, parce que c'est au demeurant, c'est un chic type, même s'il se bat encore, contre ses démons et compagnie. Ça reste un chic type, heu, qui me respecte, ça maintenant je le sais. Bon, j'ai tenté de faire un deal avec lui, mais du coup il l'a oublié. Je vous rappelle que sa mémoire immédiate, c'est un emmental du gruyère. Hem, donc il m'a dit: «Oui, j'aimerais bien que toi aussi tu aies un enfant». Je lui ai dit: «Oui, très bien, arrête de boire d'abord». Il est sûrement retourné chercher, quelque chose à boire, par quelqu'un du quartier, 2 jours après. Mais voilà, c'est pour ça que j'espère le revoir bientôt, le trouver en bonne santé. Je prendrai pas mon père chez moi s'il devait, repasser en France, faut pas déconner non plus. Je pourrais pas cohabiter avec lui et je pense qu'il ne demanderait pas, voilà à venir chez un d'entre nous, vraiment pas. Mais, on a cette relation apaisée maintenant qui fait que, j'ai hâte de rentrer, à nouveau chez moi, heu, en tout cas sur la terre de mes ancêtres, une des terres de mes ancêtres et même si, alors il y a eu un coup de théâtre, en 2016. Je n'ai pas la certitude que mon père soit mon père. Attendez, je vous explique ça. J'ai pas la certitude que mon daron soit mon daron. Quand je l'ai vu en 2016, justement, j'ai farfouillé un peu, il me montrait un peu ses documents, médicaux, enfin des comptes rendus neurologiques, des trucs de prise de sang et je vois son groupe sanguin. Ça a fait tilt parce que je m'y connais quand même un petit peu en sciences et si vous ne le savez pas, les 2 groupes sanguins et les rhésus des 2 parents sont ce qui va déterminer enfin, il y a que quelques possibilités restreintes de groupes sanguins chez, les enfants des voilà, des parents qui ont ces enfin les 10 groupes sanguins. Donc, je connais le groupe sanguin de ma mère, le groupe sanguin de mon père et on m'avait dit que mon groupe sanguin c'était, XYZ. Pendant des années, j'ai cru ça. Mais quand j'ai vu le groupe sanguin de mon père, je me suis dit: «Mmh, je vais aller retrouver quand même mon carnet de santé, de ma petite clinique du 9-5 et je vais essayer de retrouver, la trace de mon groupe sanguin». Je feuillette le truc et je vois la carte de groupe de groupe sanguin qui a été faite à ma naissance. Sauf que c'était pas du tout cohérent avec le groupe sanguin de mes 2 parents. Je m'en suis rendu compte quand j'étais remontée à Paname, je me suis dit: «Mais mince, j'ai vu le groupe sanguin de mon père, je connais le groupe sanguin de ma mère, mon groupe sanguin il est pas cohérent. Celui de mon frère, oh quelque chose là, oui, moi le mien, non pas du tout». Je revérifie une fois, 2 fois sur internet, je cherche s'il y a des exceptions, je me dis: «Attendez». J'étais sur des revues Kern et compagnie, j'étais sur des revues universitaires. Évidemment, je cherchais des trucs médicaux très précis, des exceptions, des trucs. Ça n'existe pas. J'ai dit: «Comment ça se fait pour mon groupe sanguin?» et en fait, j'avais parlé pour la petite histoire, j'avais parlé de mon périple chez mon père à une personne de ma famille à qui je pensais pouvoir faire confiance parce que c'est quelqu'un d'un âge honorable, plus âgé que ma mère. Et je m'étais dit: «Bon, je vais lui en parler et tout, peut-être qu'elle peut me guider et tout». Faut savoir que moi j'accorde une importance très grande aux anciens, en fait. C'est dans ma culture et alors c'est pas, ouais, dans ma culture et dans les croyances de mes grands-parents notamment. On a ce truc aux anciens qui deviennent potentiellement des ancêtres et tout, donc je me suis dit: «OK, je vais lui en parler». Quand je rentre à Paname et que je vois mon groupe sanguin, je me dis: «Mais attends, c'est pas cohérent avec les groupes sanguins de mes parents». Je vais lui en parler
et là, elle me sort vraiment une bombe et c'est avec du recul maintenant, j'ai conscience qu'elle ne disait pas ça pour mon bien. Elle voulait juste m'envoyer un uppercut pour, mieux me remettre à terre. Parce que j'étais là toute contente en disant: «Ouais, ça s'est bien passé, j'ai un peu trouvé la paix et tout nin. En tout cas, ça commence, il me fait plus peur» et elle m'envoie: «Est-ce que tu es au courant?» et pendant ce temps, elle envoyait l'uppercut comme ça au ralenti, en mode Olivier Tom. «Est-ce que tu es au courant que depuis ta naissance, on a tous un doute sur l'identité de ton père?» Juste parce que j'ai mentionné ce truc de groupe sanguin et elle me dit: «Ouais, non, mais c'est normal, depuis 88, on est plusieurs comme ça à se demander, qui est ton vrai père parce que, le type que tu es parti voir dans le sud-ouest là, on est certain que non. Alors, donc on me disait en même temps, le type qui t'a terrorisé, dont tu as l'impression qu'il t'a abandonné, c'est pas ton daron, virgule, ta mère est une chisa. J'ai pété les plombs. Oh, j'ai pété les plombs. Alors, j'en ai parlé ensuite à mon frère, mon grand frère. Je lui ai dit: «Écoute, visiblement», il m'a dit: «Tu vas arrêter tes conneries tout de suite, tu as vu? Il y a pas de demi, de tiers ou de quart qui tiennent. Tu es ma sœur en entier, je m'en bats les couilles de qui c'est ton daron. Tu es ma sœur, mon père c'est ton père et on va chercher personne. Est-ce qu'on s'est compris?» Et jusqu'à aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, enfin on est 9 ans plus tard, je n'ai plus jamais tenu cette conversation avec qui que ce soit. Sauf cette personne qui a ressorti ce truc de son contexte, en disant que moi j'avais un doute, hein. Elle a sorti à ma mère que moi j'avais un doute sur ma filiation. Alors que c'est elle qui m'a dit: «Ton père là, c'est pas ton père». Non, franchement. Donc, que mon père soit mon père ou pas, qu'importe, d'accord? Pour l'instant, personne n'a besoin d'un rein, donc tout va bien. Pour l'instant, mon père ne m'a pas déshérité et et il a commencé à nous faire des donations de terrain pour qu'on construise au pays, donc voilà. Et si mon père c'est quelqu'un d'autre, mon père biologique, enfin mon géniteur, qu'importe, si c'est quelqu'un d'autre, et ben tant pis, voilà. Je le saurai peut-être un jour, je le saurai peut-être jamais, mais je suis en paix avec cette idée, parce que, le monsieur qui a été marié avec ma mère en tout cas et qui est le père de mon grand frère, ben, pour lui, il est mon père, pour moi, c'est mon père. Si c'est autre chose et ben, peut-être que voilà, mais ça changera pas le fait que c'est mon bon vieux du quartier, que je continuerai à le malmener un petit peu, sur son alcoolisme et sur sa santé et j'espère, le trouver en bonne santé la prochaine fois. Le rapport que j'ai avec mon pays est également très lié avec la proximité maintenant que j'ai enfin proximité et pas abuser non plus, avec l'espèce de relation que j'ai avec mon père donc je prends de plus en plus de plaisir à rentrer sur la terre de mes ancêtres. J'étais là, je viens tout juste d'en rentrer, j'ai encore, les traces de mon maillot de bain. J'espère y retourner au plus tard l'année prochaine, vraiment. Pour des tas de raisons, parce que j'aimerais y retourner avec une ou plusieurs personnes. Enfin, j'aimerais faire découvrir mon pays, en fait, à une ou plusieurs personnes et j'ai des formalités que je dois continuer aussi, donc autant faire, d'une pierre deux coups. Le l'achèvement, en fait, de ce cheminement vers la paix, il a été, ça a pas juste été moi qui l'ai décrété, c'est quand j'ai vu mon cousin me dire clairement: «Je m'attendais pas à te voir comme ça avec ton père et ta belle-mère». C'est là où j'ai su que ça y est, que c'était bon. Que j'avais laissé toute la douleur derrière, toute la peur, la peine, l'abandon, j'avais laissé tout ça derrière moi, hem et ça a été une superbe victoire. Je le savais au fond de moi, mais ça a été confirmé là et je vous assure, réellement. Alors tout même si vous avez l'impression d'avoir vécu des choses similaires à moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai ressenti, voilà, on est des personnes différentes. On a des passifs, des caractères, des personnalités, on a des forces et faiblesses différentes donc tout n'est pas transposable, peut-être que rien n'est transposable, mais je vous souhaite vraiment que, cette paix soit atteignable. Je vous souhaite cette possibilité, autant que faire se peut, de vous retrouver en paix vis-à-vis de la figure paternelle. Moi, maintenant, c'est le cas. Je vois des super papas autour de moi, je les admire, je les trouve exceptionnels. Je souhaite avoir un super papa pour mes enfants si un jour j'ai des enfants et je ne fais absolument pas de parallèle entre, les papas que je vois autour de moi et mon père.
Il y a pas je fais plus de comparaison, je voilà, il y a plus de grief, plus de pas du tout. C'est pour moi, en fait, je vis comme si pour moi, j'ai pas eu de père et du coup, j'ai pas cette blessure ou autre. Il y a ce monsieur, mais voilà, j'ai pas eu cette relation. OK, c'est bon, on avance et je suis ravie pour les personnes qui ont une relation avec leur père, qui ont une bonne relation avec leur père. Je suis ravie de voir des bons papas. J'adore voir ça, mais ça me réjouit d'autant plus que j'ai pas eu, de relation avec un bon père, moi et je vous souhaite vraiment de trouver cette paix si vous avez été dans cette situation. Si vous êtes un homme, heu et que vous êtes un bon papa, je vous remercie du bon taf que vous faites parce que vous vous rendez pas compte des déboires que vous évitez à vos enfants. J'aurais pu finir en tôle ou sur un trottoir ou à vendre de la drogue ou morte, mais non, mais non, parce que j'avais ma Malova. J'avais ma Malova, j'ai toujours ma Malova. Ma Malova, c'est un des vrais surnoms de ma mère, surnom qu'elle a eu grâce à cette chanson d'Oxmo, évidemment, parce que ma mère est une mère de Scarla. Une mère de Scarla, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou. Notre mère, c'est une mère de Scarla, hem, c'est une Scarla elle aussi. Notre maman, c'est Mama Lova, c'est la mer Noire. Elle a énormément de surnoms, mais c'est grâce à elle et c'est pour elle qu'on n'a pas fini, 6 pieds sous terre, en tôle, sur un trottoir ou, sous drogue et ça, je vais vous le raconter, au prochain épisode avec, un épisode du nom de Mama Lova, heu, du nom de ce classique, une de mes chansons préférées d'Oxmo parce que la meilleure, c'est Le jour où tu partiras et la prochaine fois, je vais vous parler donc, de mon cheminement, vu du prisme maternel, mon rapport avec ma mère, les choses qui ont évolué, les choses où elles en sont maintenant et le fait que je rende à César ce qui lui appartient. César, c'est ma daronne, au cas où vous ne le saviez pas. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, pour votre vulnérabilité, pour ceux qui partagent, un peu leur vécu. Donc on se retrouve, sur Insta, @bo2mavie, sur Twitter, @bo2mavie, sur, Gmail, la régie de la BO, tout attaché, @gmail.com, Curioscat sur le compte Twitter, et je crois que c'est tout. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos témoignages, vos réactions et à la fin de ce triptyque, je vous expliquerai, où est-ce qu'on va tous ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.